Yo, bienvenue dans le 9-3 Cast, c'est le podcast de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Et la Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe, baby. Et c'était le pédigré, ça se reconnaît au début. C'est des grands penseurs qui ont dit ça récemment. Voilà. Merci Erwan et bonne année. Bonne année Camille. Bonne année Lionel. Bonne année. Aujourd'hui on a Lionel Morel, que vous connaissez aussi sous le pseudo de Calimac. C'est l'un des mots que l'on peut écrire au Scrabble si on a un Q et pas un U. Sauf que non. Ouais, on va... Voilà, c'est bien, c'était bien, non, c'était parfait. Voilà, c'est la nouvelle orientation du 56 Cast en 2017. On raconte encore plus n'importe quoi qu'en 2016. Alors, on accueille Lionel Morel parce qu'il y a plein de choses à dire sur le domaine public, les nouveaux entrants de l'année. C'est pas une grande année par rapport à d'autres. Ouais, c'est pas le meilleur cru, mais il y a des choses sympas quand même. Voilà, mais on va trouver de quoi parler. Et puis, on a aussi un autre problème, c'est l'Union européenne qui nous a sorti un projet moisi. Ça leur arrive jamais, je comprends pas. Contre lequel on va encore devoir se battre cette année, mais c'est pas grave, on est en forme. Un petit peu d'actu pour commencer. Ouais, on va parler de TF1 qui a découvert que bon, le temps de cerveau disponible des gens n'était plus seulement sur la télévision, c'était sur un autre écran, c'était sur Internet. Et puis ils ont commencé à racheter. Il y a quelques mois, ils ont racheté le formidable fournisseur de contenu intelligent et pertinent qui s'appelle Minute Buzz, qui balance des trucs sur des réseaux sociaux. Et là, en fait, il faut aussi s'attaquer au gros morceau du contenu audiovisuel sur Internet, qui est YouTube. Et donc là, ils viennent d'annoncer avoir claqué quand même 25 millions d'euros pour acquérir 6,1% de Studio 71. Qu'est-ce que Studio 71 ? C'est ce qu'on appelle un multi-channel network alors c'est hyper compliqué. C'est grosso modo sur YouTube, soit on est un petit YouTuber indépendant et puis on a la régie, les vidéos qui donnent un peu de pub, soit on fait partie d'un network. C'est une sorte de grosse régie publicitaire qui fait aussi un peu agent, qui fait aussi un petit peu communauté, qui permet d'aller chez d'autres YouTubers pour se faire connaître, etc. Et donc en fait, Studio 71, c'est un des plus gros réseaux de chaînes au monde et donc le TF1 a 6,1%, et donc c'est pas juste avoir une part dans ce studio européen, dans ce channel européen, c'est développer la filiale française en faisant une fusion avec un autre channel qui existe déjà, qui s'appelle Finder, qui a déjà un peu aussi du gros contenu, évidemment, du YouTube beauté, du YouTube humour, rien de particulièrement original, mais c'est assez nécessaire, sachant que dans le même temps et depuis très longtemps, Canal avec Studio Bagel ou M6 avec Golden Moustache, c'était quand même avait bien investi le truc, sachant que Studio Bagel et Golden Moustache sont aussi des sociétés de production, ce ne sont pas juste des channels qui s'occupent de réger la pub, donc voilà, ils créent des contenus. Là, TF1, c'est vraiment purement, on va dire, publicitaire, c'est vraiment pour accroître un peu son assiette publicitaire, je sais pas comment on dit. On va lire la citation de Gilles Pélisson. Alors, j'espère que votre... Gilles Pélisson, c'est le PDG de TF1, Gilles Pélisson, et vous avez votre bullshitomètre qui est allumé là, vous avez l'aiguille, vous êtes prêts. Donc, ce rachat, c'est l'acte fondateur d'une ambition nouvelle ou renouvelée de TF1 dans le digital, et nous voulons multiplier les points de contact avec les consommateurs, les internautes, les téléspectateurs, notamment les millénials. Cet investissement est une façon d'élargir notre inventaire publicitaire, et pour finir, TF1 dit vouloir devenir la première place de marché des contenus de France. Ça fait rêver. En attendant, vous pouvez aller aussi ailleurs sur YouTube, il y a plein de choses bien. Merci pour ce mot de conclusion. On va pouvoir passer au quartier libre. Quartier libre avec le blogueur Lionel Morel, qui va nous présenter les nouveaux entrants du domaine public en 2017. Alors, il y a de belles choses. Ouais. Alors, juste, attends, j'avais une vidéo. Non, j'avais pas une vidéo. Si, c'était peut-être celle-là. Chaque année, le 31, le domaine c'est la public Parisienne est en libérée. joie. Des milliers d'œuvres sont soudain libérées de leurs ayants droit. Merci, la Parisienne libérée. C'était une petite vidéo qu'elle avait fait en 2014. Que vous pouvez toujours regarder. L'hymne du domaine public. C'est sûr. Donc cette année, en 2017, on n'a pas beaucoup de stars, mais on en a quelques-unes quand même. Oui, il y a quelques beaux noms. Ouais, et donc les gens qui... Alors on est sur quelle année là? Les gens qui entrent dans le domaine public, c'est le 1er janvier.
1946. Les gens qui sont décédés en 1946, les créateurs, donc il y a 70 ans après leur mort, et ensuite le droit d'auteur s'arrête, et là leurs œuvres deviennent réutilisables, diffusables, copiables, mais aussi on peut les traduire, les adapter, les transformer librement. Ça c'est dans la version standard, hein, c'est quand il n'y a pas 14 milliards de règles compliquées qui expliquent que Saint-Exupéry, machin, héros de guerre, tout ça. Si tout passe bien, Oui, voilà, tout passe bien. 70 ans, 70 ans, hein, parce que s'il s'appelle pas Walt Disney, s'il s'appelle pas, voilà, c'est ça. Il peut y avoir des petits incidents parfois. Ouais, c'est beaucoup. Souvent. Alors là, je crois qu'on a un cas simple, par exemple, dans le genre Superstar, HJ. Bon, comment on dit? Merde. Ouais, voilà. Non, mais c'est quoi son vrai prénom? Herbert George Wells. Juste le mec, la star de la science-fiction qui a écrit notamment La Guerre des Mondes. Voilà, par exemple, lui. Alors lui c'est simple, hein, donc c'est un auteur littéraire anglais, donc c'est bien 70 ans après son décès. Et effectivement c'est quand même un des plus gros fondateurs de la science-fiction. Hein. On cite souvent lui, on va dire, et Jules Verne, quoi, qui sont les deux grands piliers. Donc c'est La Guerre des Mondes, L'Homme Invisible, Brève histoire du temps, je crois. Le livre du Docteur Mon livre de chevet quand j'étais gamin, donc c'est. Donc voilà, donc tout ça devient librement réutilisable Pardon. La machine à explorer le temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Première histoire C'est un autre de mes livres de chevet, ça machine va à rien avoir. remonter le temps, Je pense que on n'aurait pas eu Terminator, quoi, s'il n'y avait pas eu H.G. Wells. Quoi. Il a fondé des tas de concepts en fait de la science-fiction. Et il y a vraiment plein de choses à faire avec ses créations. Quoi. Moi, par exemple, j'étais toujours un peu frustré de la fin de La Guerre des Mondes, je sais pas vous, où à la fin les extraterrestres, les Martiens arrivent et puis d'un coup ils meurent parce qu'ils sont infectés par une maladie terrestre. Quoi. Bah, si ça vous plaît pas cette fin, vous pouvez la réécrire. Hein. Vous pouvez faire une autre fin ou rajouter des épisodes. Oui, parce que le domaine public, ça compte aussi pour les fanfictions, par exemple. Bah, tout à fait. Parce que théoriquement, c'est un exercice qui est interdit. Maintenant, on peut faire. On peut La Guerre des Mondes 2. On peut inventer des histoires parallèles, on peut faire une série télé, on peut faire des jeux vidéo. Je pense qu'il y a un beau potentiel là-dessus. Ah, c'est clair. Et en creusant, Wells, on lui doit beaucoup plus de choses. Par exemple, il a écrit un livre qui s'appelait World Brain, où il envisage une sorte d'encyclopédie permanente et mondiale. Il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, c'était l'idée de Wikipédia avant l'heure. Et il a aussi créé des jeux de société parce qu'il aimait beaucoup les wargames. Et il a été un des premiers à faire des jeux avec des figurines. Et donc, on lui doit aussi toute cette branche-là. Donc, ouais, effectivement, dans la culture geek, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus compté qu'on pense. C'est un grand auteur. Donc là, il y a du matos. Hein. Faites-vous plaisir si vous avez l'esprit un peu créatif. Qui on a d'autres? On a Laszlo Moholy-Nagy, c'est un peintre et photographe très connu. Parce que, alors vous avez peut-être déjà vu ces images. Enfin, ce genre de film, ça c'est un petit film qu'il avait fait qui s'appelle Light Play Black, White, Grey, donc blanc, noir, gris. En fait, il aimait beaucoup jouer avec la lumière, il faisait des machines avec des stries, des pellicules au premier plan, des projections d'ombre, que des histoires de lumière. Et avec un esprit très... il faut faire de l'art avec le public et pas essayer d'apporter l'art supérieur vers le bas, vers le pauvre grand public pour qu'ils comprennent, mais vraiment faire un truc populaire. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment important. Et voilà, on a d'autres photos qui passent aussi. Ouais, c'était un des fondateurs du Bauhaus, une école de design aussi très importante. Et on lui doit cette phrase, le design, c'est pas une profession, c'est une attitude, qui n'est pas de Steve Jobs, je précise. Qui vient de Laszlo Moholy-Nagy. Donc voilà, là il faisait tout en plus, il faisait des sculptures, des vidéos, des photos, des peintures, donc il y a un énorme truc qui... Tout à fait. Et il a beaucoup écrit aussi, c'était aussi un théoricien de l'art, notamment pour la photo et tout ça, ça rentre dans le domaine public. Typographie, enfin une production de dingue. Qui on a d'autres? Alors, ça c'est le gros morceau. Ouais. Est-ce que vous avez envie de chanter? Erwan, est-ce que tu as envie de chanter? Je sais pas. Si, ça va devenir. Je crois que ça va devenir. La terre, debout, les forces de la fin. L'international, donc. L'international, ouais. Alors l'international, il y a deux trucs, il y avait les paroles et il y a la musique, et les paroles, elles étaient déjà avant dans le domaine public, c'est ça? C'est ça. Erwan, non, on va attendre le refrain, parce que... Pardon. Nous ne sommes rien, soit... Pardon. Attends, refrain. Non, mais... Et ça, c'était pas dans le domaine public. C'était la surprise de 2017. C'était pas dans le domaine public. L'international, elle est pas morte en 1946.
Non. L'esprit peut-être, mais la chanson, pas tout à fait. Ouais, non, mais en fait, c'est là où on voit en fait que le droit d'auteur dure extrêmement longtemps, parce qu'il y a des choses qu'on a tous l'impression que c'est dans le domaine public. En fait, ça l'était pas, quoi. Et là, ça l'était pas parce que les paroles étaient depuis longtemps dans le domaine public. C'était Eugène Potier, c'était un des membres de la Commune de Paris, hein, donc ça remonte ce qu'ils avaient écrit. Et ça a été mis en musique par un Belge, en fait, qui s'appelait De Guetter, et qui était à Lille, en fait, un Lillois. Qui était dans une chorale de musique ouvrière, qui a écrit la musique, et c'est ça qui a fait le grand succès de la chanson, quoi. C'est diffusé après dans les congrès ouvriers, et au début du siècle, c'est devenu l'hymne, en fait. Et lui, il est mort en 1946. Et du coup, entre-temps, c'était devenu l'hymne de tout le mouvement ouvrier, et c'est même devenu l'hymne de l'Union soviétique en 1944. Ouais. Et donc, les ayants droit de ce musicien percevaient des sous. Eh bien, oui. 31 décembre. Oui, il y avait des... genre à la fête de l'UMA, sur la grande scène et tout ça, bim, la SACEM. Bon, c'est sûr que ça se chantait dans toutes les manifs, dans tous les congrès et tout. Là, je pense pas que c'était perçu. Mais par exemple, il y a eu un cas en 2005, il y a un réalisateur de film qui s'appelait Insurrection-Résurrection, bon, film un peu underground, hein, on va dire. Et à un moment donné, il y a un personnage qui sifflote l'Internationale. Et le réalisateur a reçu une facture de la SACEM lui disant ce sera 1 000 €, monsieur. Et il l'a payé, quoi. Donc, mine de rien, c'était pas vraiment librement réutilisable, hein, même si c'est très très largement repris. Et bien maintenant, ça le sera pour de vrai. C'est plus vieux que ça, mais c'est vrai que si le compositeur dure longtemps... Ah oui, bien sûr, ça. Et puis alors, en musique, en fait, comme il y a plusieurs auteurs, c'est bien la mort du dernier, évidemment, qui va faire que toute l'œuvre va rentrer dans le domaine public. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse... Il n'y a pas quelqu'un qui a remixé après, le père qui a dit oui, mais c'est moi qui, machin, genre comme Anne Frank, enfin... Tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait, monsieur De Guetter s'est battu avec son frère toute sa vie, parce qu'ils se disputaient pour savoir qui avait écrit la musique. Et ça s'est fini tragiquement parce que son frère s'est suicidé quand même avec cette histoire. Et il a été reconnu auteur de l'Internationale qu'à 75 ans. Et il a vécu assez pauvrement. L'Union soviétique lui envoyait une pension tous les ans pour lui permettre de vivre. D'accord. Bon, c'est le petit monde des droits d'auteur. Ah oui, oui, il y a des crispations assez violentes quand même autour de ça. Petite parenthèse sur les œuvres collectives justement avec plusieurs auteurs. Un cas super compliqué, c'est les films. Ah oui, les films, Et mais on a une façon de suivre un peu, par exemple, les films, parce que là, il commence à y avoir des films qui arrivent dans le domaine public, là, dans nos années. On a une façon de les suivre un peu, on sait qu'il y a en 2017. Les films, c'est très compliqué. Là, cette année, on n'en a mis aucun. Parce qu'en fait, comme dans les films, il y a le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, toute la musique, tout ça, ça fait des couches de droit. Et donc, c'est pas parce que le réalisateur rentre dans le domaine public que les films rentrent nécessairement dans le domaine public. Et c'est très difficile à calculer. Donc, chaque année, on a beaucoup de mal à mettre des films. Hein. On sait que les films de Méliès, ils sont dans le domaine public. Voilà, ça fait vraiment très longtemps. Mais on a beaucoup de mal à repérer. Et là, on n'en a mis aucun cette année, quoi. Okay. À ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a forcément. Il y en a, mais on ne sait pas lesquels. En fait, c'est toute la problématique du domaine public. Vu que c'est un truc par défaut, c'est quand tous les droits s'expirent mécaniquement on rentre. Parce qu'il n'y a pas, c'était une grande revendication, il n'y a pas de définition positive du domaine public, ça n'existe pas dans la loi. Et donc, du coup, on ne sait pas. Il y a la zone de flou qui est, il y a certains films où on suppose que peut-être ils sont dans le domaine public. En 46, tout cela devait être mort. Si tu as envie de savoir, en fait, tu le publies, tu le remixes, t'attends qu'on te fasse un procès et on va bien voir. Et c'est déjà arrivé, hein, il y a pas très longtemps, il y avait Nosferatu, le vampire, qui a été publié sur YouTube et tout. Et puis il y a eu une plainte qui est venue dans le séjour. Et puis il y avait ce truc à la Gaieté Lyrique là où ils avaient voulu diffuser des films. Et il y avait encore. Tout à fait. Ouais. Donc je suis le descendant du deuxième accessoiriste. Et mon grand-père n'est mort que depuis 69 ans. Je vous fais un procès. C'est toujours la difficulté de ne pas avoir de définition positive, de ne pas avoir un statut de domaine public. Ça reste un gros inconvénient, quoi. Personnalité suivante, la couturière Jeanne Lanvin. Et oui, parce que la couture est aussi concernée par le droit d'auteur. Hein. En France, en tout cas, aux États-Unis, c'est pas le cas. Bizarrement, la couture n'est pas protégeable par le copyright. Par contre, en France, c'est protégeable par le droit d'auteur. Et donc, le Jeanne Lanvin, c'est la plus ancienne maison de mode encore existante aujourd'hui. Et ça a été quelqu'un qui a révolutionné la mode. Notamment, c'est des premières à avoir fait des vêtements pour enfants, à avoir fait des vêtements de sport pour femmes. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté dans l'histoire de la mode. Et donc là, ces modèles rentrent dans le domaine public. Et là, je pense qu'avec le revival de la couture, du do-it-yourself, il y a vraiment des choses à faire.
On passe à l'économie, parce qu'il y a aussi des gens qui ne font rien de visuel, mais qui écrivent et qui pensent beaucoup. Et dans le genre économiste connu, on a Keynes. Oui, Keynes. Alors, je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de monde, mais Keynes, quand même, c'est quand même un gros pilier de l'économie. Notamment, c'est lui qui a théorisé, on va dire, l'État-providence, c'est-à-dire le fait que l'État puisse intervenir dans l'économie. Voilà, c'est les keynésiens. Les keynésiens, la relance par la dépense publique, tout ça. Et alors, on a trouvé que c'était un peu ironique qu'il rentre dans le domaine public cette année, parce que c'est typiquement le genre de politique aujourd'hui qui se fait plus du tout avec l'austérité et tout. Alors, peut-être que ça inspirera nos hommes politiques aussi. C'est l'inverse de la main invisible du marché. Exactement, c'est l'inverse du néolibéralisme et de toutes les politiques de restriction monétaire. Donc voilà, là aussi c'est dans le domaine public. Et alors lui, il a une bibliographie extrêmement impressionnante parce qu'il a énormément écrit d'articles, d'ouvrages, etc. Et donc tout ça est libre de réutilisation maintenant. Oh voilà, puis en France, il y a beaucoup de personnes moins connues. On a fait le tour des stars. Oui. Et alors, un petit mot sur ce qui se passe au Canada, parce qu'au Canada, ils sont à 50 ans au lieu de 70 ans. Et ils ont quand même, du coup, quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé là il y a 50 ans, ils ont André Breton, ils ont Giacometti, et Walt fucking Disney. Alors, ils ont de la chance, ils ont de la chance parce qu'eux, ils ont 20 ans de moins, donc du coup, ça leur fait des entrées beaucoup plus rapides dans le domaine public. Et donc, cette année, le gros débat qu'il y a eu chez eux, c'était de savoir si Walt Disney enfin rentrait dans le domaine public au Canada. Et alors, c'est compliqué à dire, j'ai vu qu'il y a des débats, les gens savent pas, ça c'est encore un problème, voilà, pour déterminer. C'est trop facile en même temps. Et donc, on sait que Walt Disney, en plus, avec Mickey, c'est ce qui avait provoqué l'allongement du copyright aux États-Unis pour pas que Mickey tombe dans le domaine public. Et là, en fait, il y a un gros débat parce qu'on sait. Il a dit tomber dans le domaine public. Ah, j'ai dit tomber dans le domaine public. je vais me faire écorcher. S'élever dans le domaine public. Et donc, du coup, on sait pas trop si ces œuvres, en fait, appartenaient à sa société ou à lui. Et ça change les règles de durée. Et si c'est à sa société, c'est plus long, en fait. Voilà, donc toutes ces joyeusetés fait que pour Mickey, même aux États-Unis, même au Canada, ça reste un peu incertain. Le jour où Mickey tombe dans le domaine public, parce qu'il va tomber, parce qu'il va dire non, il est tellement haut dans le droit d'auteur qu'il va tomber là. On va faire une fête. Ah oui, c'est un peu incroyable. Ça. Je pense que tous les problèmes vont se régler. Enfin, ce jour-là, il y aura forcément une définition positive. Voilà. Bon, en tout cas, vivement l'année 2087 pour qu'on puisse bénéficier de tous les artistes morts en 2016. Ça va être une grosse année. C'est clair. On fera un 56 cases, promis. Tu notes dans ton agenda? Oui, bien sûr. Alors, le numéro du 56 cases, c'est les départements, là, je te dis pas. Bon, les petites virgules what the fuck rapides. C'est un artiste designer qui s'appelle John Edmark et en fait il fait des machines qui fait tourner très très vite et après il allume, enfin il fait des flashs avec un stroboscope et les flashs sont réglés sur 137,5 degrés de rotation de la machine pour que voilà, on ait cette impression de mouvement après, très lent alors que ça tourne très vite. Ouais, on dirait que c'est vivant quoi. C'est génial. C'est trop beau et un peu flippant. John Edmark, c'est sur Vimeo. Quartier libre, deuxième partie, on va parler de la moisissure de l'Union européenne qui veut s'attaquer aux liens hypertextes, c'est ça? Oui, on n'a pas de très bonnes nouvelles de ce côté-là. Donc l'Union européenne a décidé de réviser la directive sur le droit d'auteur. Donc ça faisait 15 ans qu'on en parle quand même, la dernière date de 2001. Donc là ça y est, ils vont se lancer ça arrive au Parlement européen même. Et dans cette directive, bon, il n'y a pas grand-chose de très positif, mais il y a des choses aussi assez inquiétantes, et notamment il y a une nouvelle attaque contre les liens hypertextes. C'est une sorte de fantasme d'essayer de réguler le simple fait de faire des liens hypertextes. Et là, il y a une mesure qui est assez inquiétante, qui concerne en fait la presse et la possibilité pour la presse de contrôler les liens hypertextes qui sont faits vers leurs articles, par le biais d'un nouveau droit spécial qu'on donnerait aux éditeurs de presse, qui durerait 20 ans et qui leur permettrait de contrôler les liens qui sont faits vers leur contenu. C'est-à-dire concrètement, on pourrait plus faire librement un lien vers un article de presse ? Alors leur intention principale, c'est de viser les moteurs de recherche. Évidemment, c'est Google News. C'est Google News. Mais le problème dans ces histoires, c'est que on peut comprendre qu'il y a une difficulté entre Google News et la presse. C'est des rapports très très complexes. Il y a des déplacements de valeurs, etc. Oui. On peut comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Mais là, ils ont décidé de faire un droit qui va beaucoup plus loin et qui peut concerner tout le monde en fait. C'est-à-dire que la définition qui est faite de nouveaux droits pour les éditeurs de presse est tellement large que même les titres, par exemple, des articles
deviendraient protégés par ce droit. Envoyer un lien vers Twitter, vous savez, ça emporte le titre avec un lien et parfois un Le aperçu. sous-titre, l'image, ouais. L'image sur Facebook, ben ça deviendrait potentiellement soumis à autorisation. Et à paiement, évidemment. Mais en fait, c'est une sorte de fantasme absolu depuis que les sites de journaux ont des sites web. C'est, enfin moi qui suis à Libé depuis 99, on a vu ces débats pas depuis Libé, mais pour les autres éditeurs de presse. Enfin, c'était super récurrent de vouloir contrôler, de vouloir. Il fallait dire vous n'êtes pas autorisé. Il y avait quand même des chartes, enfin des choses comme ça où vous n'êtes pas autorisé à faire des liens vers nos articles. Ça existait fut un temps, jusqu'au moment où les gens se sont rendus compte que ça pouvait être un petit souci pour ramener des lecteurs de virer les liens hypertextes. Et c'est ça aussi tout le problème de cette presse qui a grandi avec Google, qui a grandi avec les liens hypertextes, qui a construit son audience avec les outils d'internet et qui à un moment pleurniche parce que ah bah oui c'est Google qui nous ramène tous nos et ils payent pas. Bah oui mais à un moment c'est toujours assez étrange quand même de. Alors, je pose une question naïve, mais donc sur Google Actualité, puisque c'est de ça dont on parle, que la presse veuille pas qu'on reprenne le contenu de l'article, une photo, un sous-titre, un bout d'article, d'accord, mais le lien lui-même, à part amener des lecteurs, en quoi il gêne? Oui, c'est une bonne question en fait. Bien sûr. Oui, le lien, c'est ce qui permet de ramener les lecteurs, etc. Mais en fait, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Si tu veux, le lien, c'est un moyen de contrôle hyper puissant du cheminement des internautes. Et donc, on a des titulaires de droit qui veulent aller jusqu'à contrôler cette chose-là, quoi. Et ça pose de vraies questions parce que cette solution, elle a déjà été mise en place en Allemagne et en Espagne. Et ça s'est avéré complètement inefficace en fait, parce que Google a tout simplement désindexé les journaux qui sont plus dans Google News en Allemagne et en Espagne. Et comme ça leur a fait une baisse de trafic trop importante, ils ont demandé eux-mêmes à revenir sur Google News. Donc si on le fait à l'échelle européenne, c'est ce qui se passerait. Donc ça, non seulement ce sera inefficace pour contrôler Google, mais ça va avoir des tas d'effets de bord. Et ça va pas concerner que Google, hein, ça va concerner aussi les moteurs de recherche européens, type Quant ou DuckDuckGo, voilà, de tous les autres moteurs qu'on connaît, qui vont être aussi soumis à cette sorte de taxe sur les liens. Parce qu'en fait, au final, c'est ça qui va se passer. Il y aura une sorte de taxe sur l'indexation. C'est une nouvelle façon de taxer les grands opérateurs d'Internet. Le problème, c'est que ils ne saisissent pas, en tout cas, les effets de bord. Enfin, c'est incalculable les effets de bord de ce genre de choses. Et surtout, c'est proprement irréalisable. Enfin, je vois pas. C'est juste qu'il y a un moment. Enfin voilà, ils vont se baser sur cette loi pour embêter quelques personnes et pas d'autres. Ça va créer des déséquilibres. Enfin voilà, il y a suffisamment. Et en fait, c'est la Commission européenne qui propose ça. Et on sent bien en fait que eux, ils proposent ça parce qu'ils sont pas capables d'aller sur le terrain fiscal. Parce que la vraie question que posent les acteurs type Google, les GAFAM en général, c'est surtout une question fiscale. Énormément d'argent qui s'échappe de l'Union européenne par cette biais-là. Si la Commission voulait agir contre Google, elle ferait une vraie réforme fiscale. Mais ça demande beaucoup plus de courage. Ça demande que les États soient d'accord. Et on sait que les États, ils sont pas tous d'accord là-dessus. Genre le Luxembourg, vous voyez. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. L'ancien chef du Luxembourg, il est pas à la non, c'est ça. Juncker, c'est pas le. Ah ouais. C'est clair là-dessus. Et puis l'Irlande fait partie de l'Europe, là où il y a tous les GAFA avec des impositions ridicules. Ah ouais. Elle doit être pour les taxer plus, l'Irlande. Ah ouais, oui, bien sûr. Donc voilà, créons des nouvelles couches de droit qui seront inefficaces plutôt que s'attaquer au vrai cœur du problème des déséquilibres sur Internet. Bien sûr, ou les données personnelles, par exemple. Il semblerait aussi que les données personnelles en ce moment sont au cœur du débat et pas forcément dans le bon sens, quoi. Donc à chaque fois, voilà, on esquive les vraies questions en essayant de faire des réformes du droit d'auteur qui vont nous amener encore une fois dans le mur, quoi. Mais alors il y a une chance que ça passe, ça, c'est quand c'est que ça vote, est-ce que... Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même mal parti au Parlement européen pour cette réforme, parce qu'il y a quand même des parlementaires qui sont sensibles et qui essayent de s'y opposer. Ils sont pas forcément majoritaires, mais il y a une campagne qui a été lancée par un groupe d'eurodéputés qui s'appelle Save the Link, sauvons les liens hypertextes, et qui vous propose d'écrire. Non, pardon. Il y aurait eu un remix à faire assez... Peut-être que ça pourrait marcher. Sur un malentendu, je pense qu'on peut avoir beaucoup de... Et donc ils appellent les internautes à écrire aux eurodéputés. Il y a un formulaire où vous pouvez en choisir par exemple un Français si vous écrivez de France, et vous lui envoyez un message pour lui dire que ça vous paraît important qu'on ne remette pas en cause la liberté de faire des liens hypertextes. Ils ont fait une petite vidéo pour qu'on se motive un petit peu. Your freedom to share news online is threatened.
If we don't stop this new proposal by the European Commission, even the posting of links to articles on Facebook or Twitter would become subject to a fee. The plan of the Commission would make the way we share news today illegal. Donc la jeune femme qu'on a vue au Julia début, for the win. Julia Reda, c'est Julia Reda, ouais. l'eurodéputée du Parti Pirate, à fait, ouais. toujours là quand il faut. Bah, qui continue à faire le job quand même au Parlement européen, à marquer à la culotte la Commission européenne, et dès qu'il y a un truc négatif qui sort, elle motive ses collègues. Et là, il y a une coalition de toute l'Europe en fait. Ouais. C'est assez, Ouais. Charging for news links will hinder media pluralism. This plan harms small publishers and innovative startups. It would not bring any benefit for the journalists. It will simply lead to less sharing online. Let's tell the European Commission. Save the link together. Désolée pour les sous-titres pas très français, c'est une traduction automatique Google, hein, j'avais pas le temps de les refaire. Donc oui, formulaire pour... voilà. Et ça va être un gros sujet 2017, parce que la prise de décision au Parlement européen, c'est très long. Et donc, à mon avis, on va en reparler régulièrement en 2017. Et c'est important de le faire depuis la France, parce que la France n'a pas une position, comme d'habitude, sur ces questions très ouvertes. Ils poussent plutôt pour soutenir cette réforme, donc c'est important qu'il y ait des citoyens français qui se manifestent. Oui, sachant que, comme tu l'as dit en introduction, il y a eu quand même des grosses propositions, notamment de Julia Reda, pour réformer le droit d'auteur, pour, enfin voilà, le droit d'auteur européen a peut-être un petit peu besoin d'être dépoussiéré, il y en a besoin, mais le problème c'est la légère habitude des lobbies de faire un petit peu leur soupe avec comme ils veulent. Parce qu'en fait, ils utilisent ça comme une sorte de chiffon rouge, mais dans cette directive, il y a des tas de choses dont on ne parle pas. Il n'y a rien sur le partage des œuvres en ligne, il n'y a rien sur le remix et le mashup, il n'y a rien sur le domaine public. Et ces sujets-là, ils ont été évacués, et donc ils ont mis cette proposition-là qui va sûrement faire un peu paratonnerre. Et tous ces sujets-là importants, ils sont pas. Et si je peux faire une petite annonce, le 4 février prochain, à la Quadrature du Net, on organise un atelier dans notre garage pour, au contraire, mettre des propositions positives et les envoyer aux eurodéputés pour pas qu'on se focalise encore une fois sur une bataille défensive et pas essayer de gagner des choses positivement. C'est ça, parce qu'on perd énormément d'énergie avec ce genre de combat d'arrière-garde finalement, parce que ça a aucun lieu d'être en 2017. Je crois que ça fait exprès, effectivement. On va mettre un truc pour énerver la Quadrature du Net, là, et puis comme ça, ils nous embêteront pas sur le reste. Donc toutes les propositions intelligentes et positives, ils les ont oubliées. À la place, ils ont pondu ça. Et il y a d'autres trucs qu'ils ont mis dans la proposition de réforme. Il y a une autre chose assez inquiétante, c'est le filtrage automatique. C'est-à-dire, donc je sais pas si vous connaissez comment fonctionne YouTube avec Content ID, leur système de filtrage des contenus. Alors visiblement, ils trouvent que c'est quelque chose de formidable. Et ils nous ont pondu une règle générale qui dit que toute plateforme le système qui reconnaît automatiquement les vidéos protégées par le droit d'auteur et qui donc enlève, enfin rend indisponible la vidéo, envoie des avertissements aux créateurs de la chaîne automatiquement. Le robot copyright. Pas des avertissements en fait. Soit ils suppriment les vidéos, soit ils les monétisent, pardon. Enfin, oui, mais la personne reçoit un avertissement, non ? Non, pas quand c'est Content ID. Pas d'avertissement. C'est compliqué. Oui. C'est assez compliqué. Et donc là, ils veulent le généraliser, c'est-à-dire toute plateforme qui reçoit des contenus de ses utilisateurs serait obligée de mettre en place un filtrage automatisé. Et en gros, il y a encore des tas d'endroits où il n'y a pas de robot copyright. Il n'y en a pas sur Twitter, on n'en a pas sur Flickr, on n'en a pas sur Wikipédia, par exemple. Et tous ces sites-là seraient obligés de filtrer de manière préventive leur contenu avec un système automatisé. Donc ça, c'est même presque plus grave, je trouve, que le lien hypertexte. Parce que là, en gros, vous avez une sorte de cloche qui se met en place et tout se passe au filtre d'un robot qui fait plein d'erreurs, qui est super injuste parce qu'il ne laisse pas passer les parodies, les choses comme ça. Donc, et le droit de citation. Et le droit de citation. Et le droit de citation qui est quand même la grande victime d'un truc comme Content ID. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit. Et puis que c'est compliqué, que même si, par exemple, imaginons, nous, on avait un accord avec la SACEM qui nous autorisait à faire, on sera en règle, et ben en fait sur YouTube ça va être compliqué de dire à YouTube mais non mais moi je peux utiliser les musiques parce que j'ai un accord avec la SACEM. Oui, d'abord ta vidéo elle est supprimée, c'est d'abord la vidéo elle est supprimée, démonétisée, tout ça, et c'est à toi à chaque fois de prouver ta bonne foi, parce qu'il faut voir aussi les systèmes d'avertissement. Le DMCA américain, c'est à chaque fois le droit d'auteur, l'ayant droit, il envoie sa petite recommandation, il dit je pense que cette vidéo viole le droit d'auteur. Pas de preuve, rien que dalle. Je suis de bonne foi, signé, machin. YouTube supprime la vidéo et c'est à toi, en tant que ta vidéo a été supprimée, c'est à toi d'amener les preuves de ta bonne foi. C'est-à-dire que c'est l'inverse, enfin comment on dit, l'inversion de la charge de la preuve. Voilà, l'inversion de la charge de la preuve.
c'est ce genre de choses. Donc, par exemple, tout récemment, là, il y a eu un exemple avec Mélenchon, qui était fâché contre France Inter, puisqu'il avait fait une intervention à France Inter. France Inter avait mis la vidéo. Lui, il avait repris la vidéo, il l'avait réuploadée. Et c'est Content ID, apparemment, qu'il avait... Non, non. La vidéo est partie. Non, mais alors, en fait, c'est pas Content Inter. ID, parce que si c'était Content ID, Jean-Luc Mélenchon n'aurait jamais pu poster cette vidéo. Content ID aurait repéré, aurait supprimé. France Inter fait pas partie des gens des ayants droit qui demandent l'utilisation de Content ID. France Inter a envoyé des demandes manuelles. C'est là où il y a des avertissements et c'est ce genre de choses. Et puis après, ça s'est réglé en coulisses. Voilà, c'est ça. Mais après, Mélenchon a pu régler son affaire en coulisses en parlant directement avec YouTube. Tout le monde s'appelle pas Mélenchon avec France Inter et tout le monde ne peut pas faire ça et régler ses problèmes avec. Ça crée une énorme. Faut être important pour faire ça. Ça crée un énorme déséquilibre parce qu'il y a des gens qui sont protégés du robot. Tu parlais des networks là au début. En fait, les networks, ils ont aussi ce rôle un peu de protéger certains créateurs de l'intervention du robot. Mais si vous n'êtes pas affilié à un network ou si vous n'êtes pas quelqu'un de suffisamment connu pour protester, eh ben du coup vous serez censuré parce qu'il faut bien appeler ça comme ça. Quoi. Donc ça aussi. Allez, ça promet. Ça va être. Ok, bonne année. Mais on peut encore l'arrêter. Bon bah on va mettre un peu des poils pour remonter le moral et puis on va arrêter. À poil. Les poils, c'est le premier jour de neige au zoo de l'Oregon, donc à Portland aux États-Unis. L'autre. Valeur sûre quand même. Ouais. Ah, c'est cool la neige. Il est d'accord. Ah oui. Ça, c'est pas souvent qu'on voit ça. C'est les jeunes mamans peut-être. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, c'était bien. Bon, bah, bien. Merci Erwan. Merci. Merci Lionel. Merci Lionel. Et puis à la semaine prochaine. Salut. Ciao.